Bienvenue sur RCN 90.7, vous écoutez l'émission Grand Écran, l'émission cinéma de RCN. Et comme chaque mercredi, nous sommes en direct. On va dire ça comme ça, non en fait, bon, petite blague. Cette émission sera enregistrée. Mais pour le coup, donc on revient, on continue notre cycle sur le cinéma et le vampire. Et pour cette fois-ci, on reviendra donc sur notre troisième émission, sur forcément le personnage le plus iconique du genre, enfin c'est même pas vraiment un genre, c'est du style de cette figure. Je parle bien évidemment de Dracula. Et avec moi donc j'ai deux chroniqueurs. Salut Clément, comment tu vas ? Salut Roland, ça va et toi ? Ça va bien, ça va bien. Et j'ai avec moi aussi également Jonathan. Comment tu vas Jonathan ? Ouais, toi ? Ça va, ça va. Alors pour le coup, on va donc revenir vraiment vite fait sur ce personnage. Donc forcément, qui dit Dracula dit adaptation. Forcément, on pense donc au livre. Et le livre est donc été créé par Bram Stoker. Donc c'est un roman épistolaire. Stoker a rédigé son roman en plein horaire médiatique. Il faut rappeler que donc Jack l'Éventreur sévissait à cette période en 1888. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le personnage de Dracula, donc son nom est calqué sur le surnom de Vlad Tepes, donc un ancien seigneur, je dirais même seigneur de guerre de Transylvanie, qui donc avait le surnom de Draculae, donc tout en s'inspirant des folklores transylvaniens. Donc c'est vrai que même si cet auteur avait un début de carrière, on va dire, de critique théâtrale, qui était notamment un peu acoquiné dans la grande sphère littéraire originaire de Londres, il va vraiment en fait finalement se développer autour du fantastique. Chose que l'on ne voyait pas totalement aussi dans ce carcan, mais pour le coup en fait la plupart de ses écrits, il était d'ailleurs membre d'un club amateur d'histoire insolite, de tout ce qui était sur les sociétés secrètes de manière générale. Dracula en fait, qui lui demanda 10 années de recherche et d'écriture, en fait il se présente sous la forme d'un journal rédigé par les différents protagonistes de l'histoire. Donc c'est pour ça que là on a différents personnages, comme par exemple le personnage de Jonathan que l'on peut revoir dans d'autres films. Ouais. Voilà. Bonjour. Salut Antoine, comment tu vas ? Salut. Bonjour. Tu vas très bien. Tu es un Je peu vous en couru. prie, continuez, ne vous occupez pas de moi. Donc on parle de Bram Stoker, le fameux auteur du roman de C'était Dracula. pas la spéciale Élysée aujourd'hui ? Non, c'est pas la spéciale Jacques Chirac, non, désolé. Dommage. C'est pas le bon mois encore. C'est pas le bon mois. On fait le cycle sur le vampire, on fait pas Giscard d'Estaing non plus. Mais donc on va revenir vraiment sur le roman Dracula. Petite anecdote, Giscard est presque aussi vieux que le premier film qui est sorti. Tu veux une petite blague ? Quel est le plus vieux, Giscard ou la SNCF ? Bah Giscard, bien sûr. Exactement, Ouais. Giscard. Ah oui, oui. Voilà. La SNCF datant de 1937. 38, pardon. 38. 38. Putain, j'avais un doute. J'aime bien mettre le doute comme ça. Alors, pour revenir vraiment, on va quand même revenir sur le personnage de Dracula. Donc, il y a des thèmes vraiment notables dans le roman. Vraiment, je reviens véritablement sur le roman. On a déjà la science. Dracula, en fait, c'était un savant. Van Helsing, de son côté, on va dire, j'allais dire l'antagoniste. Comme quoi, dans l'histoire, non, en fait, c'est finalement la personne qui va traquer Dracula. En fait, le héros, c'est un anti-héros, finalement. Donc, Dracula était un savant. Van Helsing, lui, utilise son savoir au service de l'humanité. Donc, il va y avoir cette confrontation entre les deux, finalement. Il y a aussi le questionnement de la folie. Donc, avec le personnage de Renfield, qui est l'assistant dévoué de Dracula, en fait, qui est donc le personnage qui, en fait, est totalement sombré dans la folie pour, en fait, pour tout donner en fait à son maître en fait. Et donc cette vision de l'asile psychiatrique et même la perspective moderniste de Stoker via les premières études de Freud qu'on peut retrouver dans ce livre. Oui. Vas-y. Certainement.
Certainement. Non, je n'ai pas lu le livre, donc je vous laisse. En même temps, c'est en un discuter. énorme, C'est un gros énorme pavé. pavé. Puis c'est sous forme épistolaire, donc c'est des correspondances entre les personnages. Voilà. Il y a très peu de... Et du coup, c'est très très dur de revenir là-dessus en termes d'adaptation. C'est pour ça que notamment le film de 31 va vraiment commencer en fait vers l'ouverture habituelle, donc c'est-à-dire le personnage de Jonathan qui va comment il s'appelle Harker. Oui, c'est ça, Harker, ouais, voilà. Le personnage de Jonathan Harker, donc qui est le notable qui va donc en Transylvanie pour en fait léguer donc des terrains et notamment des bâtiments à Dracula pour aller à Londres. Et ce personnage-là, finalement, va devenir en fait cette espèce de fil conducteur dans les différentes adaptations que l'on a pu voir, notamment en 1931, que ce soit aussi dans 1958 avec Le Cauchemar de Dracula avec Christopher Lee, ou encore très bien dans le 92 de Coppola. Oui, tout à fait. Tu as bien résumé on va dire le fil conducteur de Dracula. C'est un clerc de notaire donc, qui part en Transylvanie pour rencontrer son client qui est donc le comte Dracula et qui va en fait être un peu pris au piège par rapport au fait que sa petite amie qui est restée à Londres est j'allais dire le modèle exact, la réplique exacte dans le futur de Dracula, on va dire, dans le présent de ces personnages, de la petite amie de Dracula qui s'est suicidée à l'époque. Exactement, et c'est pour ça aussi que beaucoup de films vont revenir aussi sur ce côté film d'amour, en fait histoire d'amour, et le côté aussi tragique dans cette histoire. Chose que forcément met en valeur aussi Stoker dans ce film, enfin dans son roman, pardon, petit lapsus, et c'est vrai que l'on va totalement revoir ça dès les premières adaptations, notamment le film avec Bela Lugosi, donc le film de 31, qui n'ont pas une adaptation propre du livre, mais une adaptation de la pièce de théâtre, qui a été faite juste avant. Donc il y a toujours déjà ces différents symptômes entre bonne adaptation, mauvaise adaptation. On va le dire directement, on s'en fout un peu, c'est vraiment en fait la façon dont vont être traités les personnages. On retrouve les mêmes carcans, les mêmes schémas narratifs sur les différents personnages. Donc le fou avec Renfield, on a Dracula, donc cette figure emblématique, mythique, mythologique et aussi presque démoniaque en fait, que l'on peut voir sous différentes formes. Car dans le livre de Stoker, on va le revoir aussi dans beaucoup de films, Dracula se transforme. Il peut se transformer en loup, il peut se transformer également en brume. Il a cette capacité aussi à pouvoir entrer dans différents lieux qui lui sont un peu interdits à la base. Et finalement, il y a aussi forcément ces valeurs négatives aussi auxquelles il est confronté. Donc forcément, il y a tout le côté religieux derrière, que l'on revoit dans les différents films, et dans d'autres cas on a également le personnage de Mina, donc qui va être le faire valoir en fait sur le côté amour et tragique à la fois. On a également un peu la pureté. Exactement, représente la pureté, et ce qui n'est pas le cas aussi de l'autre personnage féminin que l'on voit aussi dans le bouquin et forcément dans les livres, qui est un peu le côté un petit peu dépravé. Et puis c'était surtout à l'époque, en 1890, en 1897, on essayait toujours de mettre en garde aussi sur le sexe avant le mariage, donc il y avait déjà aussi cette mise en évidence. Et forcément, donc on a aussi Van Helsing, qui est un peu le personnage vétéran dans l'histoire, qui pour lui en fait il n'occulte pas tout ce qu'il peut être pas visible à l'image, donc il va forcément déjà croire à ce que les autres hommes de science ne croient pas. Et ce qui peut être très intéressant aussi dans cette vision-là, et dans différents films que l'on va voir au fur et à mesure. Ce qui fait aussi la profondeur de l'histoire de Dracula, c'est que pour la première fois, en fait, la figure du vampire, étant né au 19e siècle, est romanticisée, dans le sens où il devient vampire, il devient fort, il devient puissant, il devient bien et mal grâce à l'amour, à cause de l'amour. Et du coup, c'est une sorte de... d'apogée en fait du romantisme amoureux, où l'amour devient mort
dans l'absolu. Et même au-delà de la mort. Au-delà de la mort, bien sûr. L'amour relève de la mort. Et c'est pour ça que Dracula, quelque part, c'est en fait une des figures les plus importantes, les plus impressionnantes du romantisme du 19e, qui, bien sûr, aussi représente quelque chose de très, très judéo-chrétien, comme on le disait. La femme pure, la femme dépravée, le bien, le mal. Donc, toujours autour de ce romantisme amoureux extrêmement sensuel. Le vampire, c'est d'abord quelqu'un qui fait l'amour. C'est toujours sexuel, bien sûr, la pénétration. T'as une connotation, t'as une grosse connotation sexuelle. On a forcément une énorme connotation sexuelle. Et du coup, quand Dracula essaye de transformer Van Helsing, c'est essayer de le dépuceler quelque part, c'est le transformer en quelqu'un de dépravé aussi. Et quand il essaye de reconquérir Mina, bien au contraire, il essaye de reconquérir une certaine pureté, donc une certaine humanité. Et c'est là où je trouve très intéressant dans l'histoire de Dracula, c'est constamment retourner ce bien, ce mal, cette sensualité, cette pureté qui toujours derrière a le message inverse. Quand le vampire essaye de redevenir humain, c'est par la pureté, alors qu'il le fait par des actes monstrueux. Et au contraire, Van Helsing qui essaye de rester pur ne l'est pas totalement parce qu'il est il est constamment sous la tentation justement du péché. Et il va donc notamment devenir monstre quand il va devoir donc tuer les autres vampires qui va dresser sur son chemin. Exactement. Voilà. Puis Van Helsing est guidé surtout aussi par ce qu'il pense être bon pour lui en fait à faire. Donc en l'occurrence, tuer Dracula, etc. C'est dans certaines adaptations de films, on pourrait se dire, mais au final, c'est qui le méchant, réellement. Et mais en fait, ils font juste ce qu'ils pensaient de bon, les chasseurs de vampires. Très vite, ça n'échappe à personne. Le gentil, c'est Dracula. Le héros est Dracula. Et c'est pour ça qu'on a pu le voir dans l'émission précédente, l'émission de la deuxième partie, où on explique que finalement l'évolution du vampire. On a vu cette espèce d'être difforme, cette espèce d'être monstrueux qu'on voit dès le premier Nosferatu, à cette espèce de vampire beau gosse, tout propre sur lui-même. Il y a une fonction aussi physique, mais aussi une fonction aussi idéologique là-dessus. Ouais. C'est-à-dire, on va voir cette espèce de monstre qui va devenir finalement aussi un espèce d'héros ou d'anti-héros. Ça peut être le cas, par exemple, aussi qu'on a pu le voir avec Blade ou encore les derniers Dracula présentés au cinéma. C'est une des figures les plus premier degré de la rédemption, du chemin vers la rédemption par l'amour. Et quelque part les plus pures et du coup justement les plus intéressantes parce qu'il permet de projeter sur Dracula quasiment autant de fantasmes, toujours au premier degré, le mot fantasme que l'on veut. On le voit très bien avec les célèbres adaptations au roman récemment avec Twilight, la figure du vampire, c'est bête à dire mais on le voit dans les séries comme Blood ou autres, la figure du vampire c'est comment dire aux adolescents qui découvrent leur sexualité par tous les moyens possibles. Et je sens justement dans pas mal d'adaptations, en évoquant toujours, par exemple, les maladies sexuellement transmissibles, le sida, etc., qui a toujours un grand rapport avec le sang. Et je trouve très intéressant de voir que la modernité a parfaitement su reprendre le mythe pour, comme au 19e siècle, présenter les dangers de la sexualité. Aujourd'hui, présenter non pas le sexe en tant que danger, mais les dangers inhérents qui peuvent venir avec la sexualité. Il est toujours bon de le rappeler, notamment à quoi sert aussi le vampire dans le cinéma, parce que ça représente aussi notre société. Mais ça, on en a déjà parlé un petit peu plus tôt. Pour le coup, c'est vrai que pour revenir là-dessus sur Dracula, c'est pour ça qu'on va faire une petite pause bio, et on va parler peut-être du film qui représente en mieux tout cet élément qu'a voulu présenter Stoker dans son livre. Je parle bien évidemment du Coppola, du Dracula de Coppola, pardon. Le Coppola de Dracula. Voilà, c'est ça. Mais juste avant une petite pause BO, donc le morceau du Lac des Cygnes de Tchaïkovski qui est fait d'office d'ouverture au film Dracula de 31. Chef-d'œuvre.
Non, ouais, je pense. Tant pis. C'est bon ? On est en direct. On est en direct. Ok, pardon, désolé, petit blanc. Pour le coup, donc, on revient sur notre émission de Dracula. Ah, le lac des cygnes. Le lac des cygnes, forcément. D'ailleurs, pour la petite histoire, le lac des cygnes avait déjà été utilisé pour introduire La Momie, le film d'Universal, donc qui est sorti avant le Dracula de Bela Lugosi, et ils ont réutilisé donc le lac des cygnes pour présenter ce deuxième film de monstre. Et ce qui n'est pas étonnant, parce que le lac des cygnes de Tchaïkovski est une des musiques de l'époque, musicalement parlant, romantique, les plus importantes, les plus belles. Aussi. Et toujours avec ce caractère sexuel. Numéro 1 sur Spotify à l'époque, exactement. Et parce que le lac des cygnes représente le combat du prince qui se transforme en cygne blanc contre un autre cygne, le cygne noir, qui est un symbole de l'homosexualité du prince, parce que Tchaïkovski lui-même était homosexuel. Et il a voulu justement dans le lac des cygnes mettre ce combat entre être le beau prince blanc hétérosexuel et devoir cacher justement sa face entre guillemets sombre, son homosexualité pour rester vivant. Et la fin, bien évidemment, parce qu'elle est belle, elle est tragique, mais il faut aller voir le ballet en entier. Oui, car le ballet explique quasiment toute l'histoire que tu Il est passé à Toul il n'y a pas très longtemps. Toul. À Toul. Ça aurait pu être à Pont-à-Mousson. Ouais. J'espère que ça a pu permettre à beaucoup de gens de sortir du placard là-bas. Et oui, parce que les carcans de la société ne sont pas aussi ouverts ici qu'ailleurs. Oui, bon. Coppola donc. Coppola. Francis Ford Coppola, donc sorti en 92 sans Dracula. Et est-ce qu'on peut dire que c'est une adaptation fidèle ? Celui de Coppola, peut-être la plus fidèle en tout cas des trois qu'on va évoquer. Surtout qu'en plus, son film, il commence avec une ouverture où il y a le titre Bram Stoker's Dracula. Ouais. Donc c'est le Dracula. titre d'ailleurs, je crois, du film. C'est le titre du film, c'est ce que je dis. Donc c'est carrément la plus complexe en tout cas. Très peu de films sur Dracula. Il y en a eu des centaines, je pense, où il y a eu le personnage utilisé dans un film. C'est peut-être l'un des seuls où on voit déjà le nom de l'auteur mis en avant. Mais pour le coup, donc le film montre à quel point Coppola veut être très proche du roman. Cependant, Coppola y introduit néanmoins une interprétation personnelle de la condition de Dracula. Pourquoi est-il devenu ce qu'il est ? Et il fait un lien lointain avec le personnage historique qui a inspiré Stoker, bien évidemment, Vlad Tepes. Et il le fait avec une scène d'introduction qui, à mon avis, à mon sens, est absolument sublime. Ah oui. Ouais. Ah oui, bien sûr. Théâtre d'ombre. Je sais pas si tu l'as. Enfin, vous l'avez peut-être revu. Oui. Vous avez fait pas très longtemps. Pareil, je l'ai re-regardé pour l'occasion. Donc. C'est épique. Il arrive sur un décor comme ça, avec des images au ralenti, avec aussi une théâtralité et des costumes d'époque, mais qu'il a refait un petit peu de manière flamboyante, à donner tout de suite une idée du film qu'il va faire et tout de suite donner au spectateur l'idée qu'attention, là ça va être un truc épique, ça va pas être juste le Dracula où on va être dans des salons comme ça ou un truc gothique. Là il part vraiment sur quelque chose de nouveau. Enfin, c'est ça, ça reprend le bouquin, mais d'une manière qu'on n'avait pas vue. Et surtout, finalement, en fait, on va voir Dracula, avant qu'il devienne Dracula. Donc, on va voir le personnage humain, sa réaction sur ce qui va arriver tout de suite après. Parce que finalement, au début, on le voit comme un seigneur de guerre, un vrai seigneur de guerre ultra sanglant, qui se bat donc finalement pour les idéologies chrétiennes. C'est surtout ça qui est très important, parce que ça va montrer en fait à quel point sa déception de voir en fait sa compagne se suicider peu de temps avant son retour va du coup faire ce sentiment de renier la religion en fait. Il a combattu. Pourquoi il a combattu ? En fait pour voir sa femme mourir. Oui, parce que à l'époque la Roumanie était aux premières loges des combats entre l'Empire ottoman qui voulait envahir l'Europe, une bonne partie de l'Europe le plus possible. Et justement, il se faisait donc défenseur de la chrétienté. Exactement. Il faisait très peur aux ennemis. Enfin, le vrai Vlad Tepes, c'est probablement des légendes. Mais on le surnommait l'empaleur parce qu'il faisait courir le bruit comme quoi il empalait ses ennemis. Et c'était aussi pour faire surtout peur. Des coups de pub. Pour leur faire peur aux ennemis. Faire peur aux ennemis, ouais. C'est surtout des coups de pub. C'était du marketing sanglant, quoi, pour l'époque. Marketing de guerre. Mais l'ouverture de Dracula de Coppola est assez formidable parce qu'il se
il commence d'abord par montrer quelque chose de très expressionniste, des décors rougeoyants, très rouge, l'armure notamment, l'armure qui est une l'armure comme si c'était un écorché vif, les muscles écorchés, comme si on voyait les muscles visibles. Ouais. C'est absolument sublime. Je trouve que les costumes sont absolument. D'ailleurs, tous les costumes du film sont absolument très très beaux. Son armure, qui est à la fois censée le protéger, en fait, le met à fleur de peau. Je trouve une des meilleures idées de Coppola, parce que du coup il montre directement que c'est le romantisme du personnage qui le protège et qui le rend combattant. C'est que justement il est à fleur de peau, ça c'est ce qui lui donnera sa force après, la force de renier Dieu, la force de revenir de l'enfer, et c'est justement ce qui le rend encore plus humain. Il n'a même pas de peau, ce qui fera qu'il va devenir ange déchu plutôt que déçu. Et notamment il a aussi cette espèce de casque en fait avec les cornes, déjà pour donner aussi cette espèce de signification symbolique de ce qu'il va être plus tard. Donc, et notamment cette fameuse scène introduction où il voit donc le corps de sa femme, le côté très théâtral, tout le film a été entièrement tourné en studio d'ailleurs, où on le voit donc dégainer son épée et frapper d'un geste symbolique la croix qui se met à saigner et du coup va boire ce sang en fait, et c'est le premier sang qu'il boit en fait finalement. Et c'est là où en fait c'est non seulement renier la religion, mais en plus il va donc devenir ce qu'il va être, donc c'est-à-dire le vampire original. Absolument. Et voilà, je trouve ça assez exceptionnel. Mais d'ailleurs, Coppola est respectueux du mode de narration. Il introduit le journal, il utilise le journal. Il utilise le journal. La narration épistolaire. Il introduit en plus dans cette histoire d'amour exceptionnelle, c'est ses propres termes. Il explique qu'est-ce que c'est Dracula, c'est une histoire d'amour exceptionnelle. Des détails qui en fait jusqu'alors n'avaient pratiquement jamais été montrés. Donc la possibilité pour Dracula d'apparaître tantôt sous les traits d'un être âgé de 400 ans, tantôt ceux d'un élégant gentleman. On voit finalement Gary Oldman dans une performance de Gary Oldmanesque, totalement taré. Voilà, où il va vraiment interpréter tous les différents Dracula possibles. Il introduit aussi des éléments de son cru. En particulier, il y a une scène où, arrivant à Londres, Dracula il rencontre au cours d'une des premières représentations publiques de cinéma une jeune fille qui s'éprend de lui. Donc il y a vraiment aussi mettre en raccord ce que finalement Coppola a envie de dire avec ce film, avec cette histoire en plus élogieuse. La naissance du cinéma est arrivée en même temps que Dracula. Tout à fait, car il ne faut pas l'oublier, comme on avait vu aussi dans les émissions précédentes, que forcément Stoker en fait a sorti son bouquin en 1897. C'est les prémices du cinéma, c'est l'arrivée du train en guerre de la Ciotat et compagnie. Donc forcément Coppola avait envie de rejouer là-dessus, et je trouve très intéressant le contexte d'avoir remis ça en œuvre à travers son film. D'ailleurs, dans la scène où ils assistent à 2 séances de cinéma, il y a et l'arrivée en gare à la Ciotat, donc avec le train, et des extraits de films porno qui représentent un petit peu, peut-être pour lui, les deux vues du cinéma, quoi. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, c'est que Coppola, il sort son film à peu près 100 ans après la sortie du bouquin, et il va utiliser des techniques des 100 dernières années. Exactement. Il va faire un espèce d'éventail. Alors il y aura des surimpressions, il y aura des ralentis, il y aura un peu tout. Il y a un côté bilan des techniques du cinéma, et on sent qu'il prend vraiment un malin plaisir à utiliser aussi les techniques à la Méliès. Un peu de la fantasmagorie comme ça. Il n'y a pas une scène où il n'y a pas un jeu d'ombre étrange. Ça parle de cinéma clairement en fait. Surtout la scène que Roland évoquait, où justement il se retrouve avec, je sais pas si je peux dire le nom de la jeune fille avec qui il est en fait, avec Mina, et qu'il veut absolument découvrir le cinéma. Il veut vraiment. Lui, il est tout fou de voir ça, alors qu'elle elle est un peu réticente. Elle n'a pas trop confiance à ces images-là qui sont projetées, etc. Alors que lui, vraiment, il est à fond dedans, et on voit vraiment un peu tout, comme tu disais, toutes les petites ficelles qui ont toujours été développées, on va dire, à travers le cinéma. Le théâtre d'ombre, le côté théâtral, les ombres chinoises, c'est là où il prend aussi conscience de ce qu'il est lui-même. Il est lui-même illusion, comme le cinéma. Il fait lui-même ses propres effets spéciaux, entre guillemets. Quand il se transforme, il voit que, quelque part, la modernité lui a fait une sorte de miroir. L'a transformé lui-même. Mais je trouve ça vachement audacieux que ce film qui sort en 92, c'est ça, 91, qui est quand même plus ou moins à l'époque un blockbuster, parce que c'est un film qui a toutes les stars, c'est un blockbuster, énorme budget.
Et lui, il va décider d'utiliser ces techniques ultra naïves de cinéma à toutes les scènes. Et il faut quand même le rappeler, c'est que le film était très très attendu parce que Coppola sortait de quelques films qui n'avaient pas vraiment marché déjà en termes de succès critique. Toutes les années 80 ont été des échecs pour Coppola. Voilà, la Zoetrope était, on va dire, au bord du précipice, une fois de plus. Et faut quand même le signaler qu'après Apocalypse Now, le mec s'est jamais remis sur en selle. Mais c'est vrai qu'avec Dracula, en fait, il y avait tout. Il y avait tout pour mettre en place, c'est-à-dire reprendre le mythe de Dracula avec un grand réalisateur comme était Coppola. Il avait encore une aura absolument exceptionnelle, que ce soit auprès de ses pairs ou auprès du public. Il va prendre un casting qui est élogieux. Gary Oldman qui était assez, on va dire, qui commençait déjà à avoir une vraie bonne carrière. D'ailleurs, il interprète le comte, il est absolument étincelant dans ce film. Mais on retrouve Anthony Hopkins qui va jouer donc le comte Van Helsing. On a Winona Ryder qui va jouer Mina. Donc il y a aussi la troupe de jeunes acteurs qui sont derrière. Donc Winona Ryder, Keanu Reeves qui joue donc le Harker, Tom Waits qui joue Renfield, si je dis pas de bêtises. Non, on retrouve vraiment tous ces différents rôles. Et c'est vrai que forcément, on va retrouver aussi le côté où il va vraiment prendre aussi le respect des différents personnages. C'est-à-dire qu'on va retrouver le personnage, j'ai oublié le nom du personnage féminin avec Mina, Lucie qui est courtisée par 3 hommes, et on va retrouver ces 3 hommes aussi dans ce film, dont l'un est le directeur de l'asile psychiatrique, l'autre est un Texan, donc il a des armes à feu, et je sais plus qui est l'autre. Voilà, donc on retrouve finalement toutes ces caractérisations, mais c'est vrai que Gary Oldman, il est vraiment la figure de proue parce qu'il joue non seulement Dracula, mais aussi il arrive à le sublimer. Il arrive à porter par la perfection tous les avatars de Dracula. C'est ça, les différents avatars. Exactement, tu as totalement raison là-dessus. Il arrive à montrer le vieux vampire repoussant, seul dans son château, la transformation d'un élégant prince séducteur qui est sous le charme donc de Mina parce qu'elle fait forcément penser à son ancien amour. Oldman incarne pleinement chacune des facettes de ce personnage. Le monstre, l'assassin, l'esseulé, le déchiré, le amoureux, etc. Le loup-garou animal comme ça. Totalement. Un peu gorille d'ailleurs, vachement. Moi je trouve qu'il est extrêmement brillant dans ce film-là. C'est hallucinant, c'est indescriptible. Il passe par plusieurs facettes à la fois. Mais je me demande si le film a eu beaucoup de succès quand même en 92. Commercialement, il avait bien marché. Mais c'était critiquement, il n'avait pas forcément. Il s'est pris pas mal de gadins. Parce qu'en fait, c'était censé. Enfin, pour ceux qui aimaient déjà Coppola, c'était un peu vu comme un film de commande où il se trahissait en fait. Il faisait ça un peu pour l'argent, pour renflouer les caisses. J'aimerais bien me trahir comme ça tous les jours. C'était son Jurassic Park. Mais sur le moment, ça a été vu un peu comme ça, comme quelqu'un qui va faire un film de commande pour renflouer les caisses et refaire après des films personnels. Et lui, il a utilisé ça pour se faire plaisir, pour faire un film où il rend des hommages à ceux qu'il aime, au cinéma, où il se fait plaisir, et où finalement, le film, peut-être qu'il a déçu au niveau des critiques à l'époque, mais le film, il continue à être vu, il est tellement solide que on le voit encore passer à la télé régulièrement. L'image, très bien. L'image le poster, tout ça, ça reste, ça marche. C'est toujours considéré comme le meilleur Dracula. Je pense qu'à l'époque, pas du tout. Pas du tout. Mais aujourd'hui, ça ne fait plus aucun doute. Ça commence à être la référence absolue pour. Je pense qu'il a le statut culte de toute manière, je pense dorénavant. Mais c'est vrai que Coppola, en fait, il a eu. Je pense qu'en fait, il a eu l'effet Coppola comme dans tous ses films précédents, c'est-à-dire à chaque fois on l'attend à un niveau, mais finalement il va faire autre chose. C'est vraiment un réalisateur que je pense qu'un des plus grands réalisateurs contemporains qui finalement n'a jamais réussi, ou plutôt a réussi à ne jamais se mettre dans un quelconque moule. Et il a toujours voulu faire comme il voulait, comme il le sentait, ses propres films. C'est-à-dire qu'il va pas faire comme Spielberg, il va pas faire comme Scorsese, il va pas faire comme De Palma, il va pas se projeter sur une mimique de mise en scène, de narration ou d'histoire, de scénario. Il va vraiment se projeter sur différents styles. Oui, il va inventer un style de mise en scène propre au récit qu'il veut raconter. C'est ça. Tour de force. Et sa façon, lui, comparé à, je sais pas, De Palma ou Scorsese, on voit tout de suite une marque d'un point de vue esthétique de leur cinéma. Coppola, lui, sa marque esthétique, c'est plutôt de donner une appartenance à son film en le rendant personnel. C'est plutôt sur le fond
que vraiment sur la forme, avec tel type de plan qui répète. Là, tout de suite, il va rendre ce film quelque chose de personnel. Et d'ailleurs, comme souvent dans ses films, il s'entoure de sa famille. C'est son fils qui a fait les effets. C'est pas anodin que sous les traits de Dracula, le personnage, quand on a parlé de la scène où ils vont au cinéma, c'est lui c'est le personnage de Dracula qui est intéressé par ce cinéma. On sent qu'il est fasciné. Et Coppola, il est projeté par le réalisateur. Voilà, c'est une projection vis-à-vis de lui aussi, quoi. Et là, sous prétexte d'un film où il est censé faire ça uniquement comme film de commande, il arrive à mettre tous ces thèmes à lui et à s'impliquer dedans. Et c'est ça marque plus que l'esthétique, quoi. Enfin, je pense. Ah, c'est très fin, en fait, la manière dont il le fait. Il se met au service du film, mais en même temps, il place son truc, il place sa touche à lui, et c'est vraiment c'est très bien fait, en fait. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Hein. Mais c'est sûr qu'il devient culte, dans tous les cas, comme on disait. Là, et puis, il arrive à créer une narration suffisamment longue et complexe, mais pourtant menée de main de maître, on comprend tout, et surtout, qui permet de développer tous les thèmes du livre, et à aller quand même beaucoup plus loin que les autres. Sauf la fin, la fin, il l'a rendue encore plus poignante, on va dire, par rapport au fait qu'elle reste là, voilà, qu'elle reste avec lui, parce que normalement, elle repart avec Arquette. En fait, oui, pour l'histoire, en fait, le personnage de Mina, donc, comme dans tous les bouquins, donc, dès que le charme se rompt, forcément, elle retourne auprès de Harker et des autres survivants. Arquette, je me suis trompé. C'est un mélange de Josh Hartnett et de Harker. Je me suis trompé. Josh Harker. Josh Harker, je connais pas. Et du coup, Harker, finalement, oui, ça va être une petite légère différence, la petite touche, finalement. Un côté un peu plus tragique qu'il a voulu mettre, je pense. Soignant. Et ça représente finalement, je trouve, la petite touche qui fait que oui, c'est une adaptation littéraire assez proche du bouquin, mais qui montre à quel point aussi qu'une adaptation, on peut aussi faire ce que l'on veut. Et Coppola arrive à respecter l'œuvre de base tout en ayant sa propre personnalité à travers ce film. Et il arrive à rendre... le romantisme du livre, qui était assez comprise par tout le monde à l'époque, mais qui au cinéma demande des artifices un peu différents, surtout en 1992, un siècle plus tard. Et du coup, en forçant ce tragique sur le personnage de Mina, il peut rendre, à mon avis, la puissance du romantisme du 19e siècle au 20e siècle. Et c'est là où je trouve que c'est ce qu'on appelle une bonne adaptation, parce qu'il remet au goût du jour la puissance émotionnelle de l'époque. Il peut parfaitement transvaser tout ça. J'allais dire son adaptation de la fin, de la relation entre Mina et Dracula, elle transcende vraiment quelque chose qui est pour moi important dans ce film-là, c'est se demander, mais finalement, qui est bien, où est le bien, où est le mal, donc qui sont les méchants, qui sont les gentils. Et c'est là que tu te dis, finalement, l'équipe de Van Helsing, donc avec les 3 prétendants de Lucie, avec Harker ou Arquette Harker. Parce que du coup, je suis planté. Donc, Keanu Reeves. Et, voilà, et puis Anthony Hopkins. Neo, voilà. Et avec Neo. Mais c'est là que tu te dis, mais ça devient limite une bande de fanatiques complètement... Surtout qu'en plus, dans l'histoire, donc, ils vont se venger. Parce en fait, ils ont donc... tué Lucie une deuxième fois, parce que donc Lucie est morte une première fois parce que Dracula donc lui l'a transformée, et du coup forcément ils vont retrouver son cercueil. Voilà. Du coup, parce que oui, c'est vrai que dans le bouquin, parce que dans le bouquin en fait donc elle kidnappe un enfant. Coppola le fait à peu près de même dans le film. Oui. Et pour l'histoire donc ils vont la tuer tel qu'il faut faire pour un vampire, donc c'est-à-dire le pieu dans le cœur et couper la tête. Ouais. Et t'as la belle réplique d'Anthony Hopkins, de Van Helsing. On lui demande, mais du coup, elle a souffert ? Oh oui, elle a beaucoup souffert. Ah oui. On lui a mis un pieu dans le cœur, ensuite on lui a tranché la tête, et puis on l'a brûlée. Mais vous inquiétez pas, son âme est en paix. Super, génial. Tu dis, ils sont déshumanisés complètement en fait. Mais en même temps, c'est une vengeance. Il s'est quand même fait vomir du sang dessus. Hein. Ah ben non, mais moi j'aurais fait pire que ça. Ça se rattrape pas des tâches comme ça. Hein. Il enverra la note de son tailleur en enfer. Hein. Intéressant cinématographiquement, parce que la scène, je sais pas si vous vous formez, il l'a tournée à l'envers. Et ça donne un côté féerique, alors qu'elle est en train de s'apprêter à manger un enfant. et il y a un côté, il donne quand même une atmosphère poétique et féerique là-dedans. C'est ultra maniériste. C'est assez incroyable. Très très beau. Totalement. Et pour revenir sur l'histoire d'amour, ce qui est intéressant dans cette fin de Coppola,
c'est que quelque part, c'est l'histoire d'amour entre Mina et Dracula qui gagne. Et c'est celle-là la vraie histoire d'amour. Celle avec Jonathan, c'est celle qui est artificielle. Oui, surtout qu'en plus, Keanu Reeves, il a lissé le personnage au point d'être ultra flegmatique. Mais je pense que Coppola totalement. Je pense que c'est fait exprès. Zéro expression, quoi. L'amour vrai, finalement, contrairement aux autres Dracula, où c'est différent, là, c'est vraiment ce qui a lié Mina et Dracula, c'est pas une perversion, c'est ça l'amour. Ouais, non, c'est vrai. Et ça, quelque part, c'est un amour à travers les âges. C'est ça. Et toujours fait de manière très subtile par Coppola, parce que le personnage par Keanu Reeves est quand même, il n'est pas fade. Il a un petit côté amoureux, fade dans le sens où son amour, il ne comprend pas vraiment ce qu'est l'amour, mais il le joue suffisamment subtilement pour qu'on puisse s'attacher à ce personnage sans le trouver tête à claque. Non, il est ce côté un peu naïf comme ça. Du coup, on apprécie le côté naïf du personnage et du coup, à la fin, on sait qu'il n'est pas assez mature pour l'amour quelque part, alors que Dracula, lui, après 400 ans, quand même, il peut en parler. Il sait y faire. Mais non, mais tu pourrais surtout transposer le truc dans le sens... il a rien à faire avec cette fille-là. Elle est trop bien pour lui, mais bon, ils restent ensemble parce que voilà, ils se sont rencontrés, ils sont l'un avec l'autre. Et quand tu vois Dracula qui fait tout justement pour essayer de la conquérir, on va dire, et qui tombe amoureux d'elle, tu dis mais c'est un mec comme lui qu'il faut à cette fille-là, pas comme Keanu Reeves qui est ultra institutionnalisé. Surtout quand il arrive à Londres avec les petites lunettes. Un vrai chameau, pas le petit gamin qui allait dans les Carpates. Les fans de Sirius Black devraient voir ce film. Je me demande s'il y a beaucoup de filles qui ont vu Harry Potter qui ont vu le Gary Oldman sous les traits de Dracula comme ça. Non, mais c'est vrai que pour terminer là-dessus sur notre partie sur le Dracula de Coppola, c'est les images, les décors, les costumes, la musique, vraiment tout. Ah oui, la musique est très belle. Donne une dimension théâtrale et le vrai côté dramatique au film et à l'œuvre que Stoker a écrit. Et pour le coup, donc, on va faire une petite pause BO, pardon. Un morceau de Dracula, donc le morceau de l'ouverture, The Beginning, de Wozniak Kilar.
Voilà, c'était un morceau issu du film Dracula de Coppola, de sortir donc en 92, messieurs. 92. Et voilà, comme donc les Jeux Olympiques de Barcelone et d'Albertville. Jeux d'Albertville. Ouais, c'est la dernière fois que les Jeux Olympiques d'été et d'hiver sont sortis la même année. À mon avis, c'est pas une coïncidence. C'est vrai. Non, mais suceur de sang, dopage. Voilà, dopage. 92, c'est clair. Figure du vampire, le dopage donc. Michael Johnson, pardon. Donc du coup. Et on fait bien d'en parler pendant les mondiaux d'athlétisme de Doha. En ce moment. Ah bah oui, parce que là, ils ont plus de sang du tout vu qu'il a séché. Avec la chaleur. Du coup, on va continuer donc sur notre cycle sur le vampire. Donc, pour terminer là-dessus, on va vraiment revenir sur les grandes figures qui ont joué Dracula à travers l'histoire, à travers le cinéma. Forcément, le premier exemple qui vient directement à l'esprit, c'est forcément le personnage de Dracula en 1931, le film de Todd Browning, avec donc réalisateur de Freaks, qui sortira l'année suivante. L'adaptation donc de la pièce de théâtre est elle-même inspirée du roman et jouée avec succès par Bela Lugosi, donc un acteur originaire de Transylvanie. En réalité, pour la petite histoire, la société Universal, qui dans les années 20 s'était déjà orientée vers l'épouvante, souhaitait confier le rôle à Lon Chaney, qui en 1927 avait déjà interprété un vampire dans Londres après minuit de Todd Browning et ainsi contribué au succès de la compagnie. Mais l'acteur spécialiste des transformations physiques disparut en 1930 à l'âge de 47 ans. Héritant du rôle, Bela Lugosi entra ainsi dans la peau du personnage auquel son nom demeure totalement attaché, bien qu'il ne joue que 2 fois. Le film, qui accusait ses origines théâtrales, passa très mal la barrière de l'écran. C'est vrai qu'il a un côté un peu... kitsch. Voilà. C'est parfaitement kitsch. Voilà. C'est une pièce de théâtre qui a été filmée. D'ailleurs, pour le coup, Bela Lugosi a même carrément été enterré avec sa propre cape de Dracula. C'est le rôle qui l'a rendu célèbre. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, à l'époque, en 1931, c'était juste avant l'entrée en vigueur du code Hays. Oui. Donc le cinéma d'horreur, en fait, était assez balbutiant, ne savait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il fallait continuer comme dans les années 20 à former quelque chose de très expressif, une certaine horreur pure qui effectivement... Est-ce qu'on reprend l'expressionnisme allemand, par exemple? Voilà, l'expressionnisme allemand. Évidemment, les censeurs américains, déjà parce qu'ils étaient américains, ne voulaient pas trop reprendre... tout ce qui était allemand. Tout ce qui était allemand, tout simplement. Et du coup, le film de 1931, qui a quand même eu beaucoup de succès, artistiquement, se trouvait dans un entre-deux, on veut pas trop embêter la censure, on peut quand même aller plus loin, on veut pas trop s'inspirer des Américains, etc. Et a vieilli assez vite, en fait, un peu trop vite. En fait, pour la petite histoire, donc c'est par les dialogues que l'action progresse et le film finit par devenir statique du coup. C'est ça le problème, on va dire en gros du film. Il demeure toutefois un bon exemple du style de l'Universal, de ce que va devenir finalement les studios Universal à l'époque, à travers le cinéma, accordant ici toute son attention aux décors sombres et mystérieux, ou sous-sol poussiéreux, envahi d'immenses toiles d'araignée, où on voit les décors avec les petites fameuses toiles d'araignée un peu partout sur les pauvres araignées, elles n'ont rien à bouffer dans ces caveaux, mais elles y vont quand même. Jamais. Elles restent. Mais finalement, en dépit d'un physique qui ne ressemble en rien au héros de Stoker, Bela Lugosi fascine par la fixité de son regard quasi magnétique. Et c'est vrai qu'il y a un jeu de lumière à chaque fois, autour du regard, autour des yeux de Bela Lugosi, et c'est vrai qu'en fait c'est ça la force finalement du film de 31 de Todd Browning, c'est l'acteur. Oui, il a inventé un peu ce regard ténébreux, et justement ténébreux. Beware. Il y a quelque chose de nostalgique, et tu fais bien de dire Beware. C'est aussi le film de Tim Burton, Ed Wood. Forcément. Qui parle beaucoup de Bela Lugosi. Et pour ceux qui ont déjà vu Ed Wood et qui voient ce Dracula de 31, il y a forcément une forme de nostalgie de voir le Bela. Vrai. Voilà, non mais c'est ça. Donc malgré tout, le film reste quand même intéressant à voir, même si forcément... Il a son importance. Il a son importance. Et puis Todd Browning, c'est pas n'importe qui aussi. Hein. C'est quand même le mec même les scènes de dialogue, tu vois, c'est vraiment lui qui capte tout. Ah oui, totalement. Et puis c'est surjoué, mais ça va, je trouve. Ils ont dû inventer quelque chose pour sortir le film en 31. Je pense, oui. Alors que dans les années 50, c'est un petit peu moins glorieux. C'est ça le truc, c'est qu'en outre, en plus, quand même, il arrive à doter de son personnage une espèce d'aura mystérieuse, un peu indéniable, pour en faire une espèce d'être cultivé, raffiné, un côté très aristocrate,
d'une élégance et du aristocrate, pardon. Les aristocates. Aristocrate, voilà. Très aristocrate, pardon, j'ai la gorge un peu sèche, et d'une élégance et d'une noblesse assez incomparable. Grâce à lui, finalement, l'Universal va se spécialiser grâce aux différents mythes fantastiques, et d'ailleurs, ce film va être un gros succès public. Parce qu'à l'époque, c'était quasiment des séries A. Après, à partir des années 40-50, c'est devenu que des séries B pour ados. Voilà. Tout le monde se foutait de la qualité. Et c'est pour ça que Là, il voulait déjà donner une patte, quelque chose. Est-ce que ça pouvait pas devenir les nouveaux succès du cinéma? Parce qu'à l'époque, l'Universal voulait concurrencer la MGM, qui sortait les plus grands blockbusters de l'époque. Et du coup, c'est dit que peut-être qu'avec les monstres, et on peut parfaitement faire un parallèle aujourd'hui avec le Dark Universal... qui veut relancer ses franchises. Alors je crois que c'est fini déjà. Oui, c'est quasi fini. Ils vont tenter de relancer encore, parce qu'il y a quelques années, l'Universal s'est dit je vais faire comme Disney et Marvel, je vais moi aussi reprendre tous mes anciens monstres, donc Dracula, Frankenstein, les créatures du marais, etc., pour en faire une énorme franchise, une énorme saga qui va concurrencer DC et Marvel au cinéma, mais ça s'est complètement cassé la gueule. Et ça a été on peut parfaitement en faire le parallèle avec les années 30 où l'Universal a lancé pas mal de monstres de l'époque. C'était la mouvance. Ouais, je pense que c'était regarde comme on disait. Le principe finalement de ce qu'ils ont réussi à faire après, c'est se comprendre. En fait, comprendre. Universal, ils ont compris ce que c'est que le principe du système du cinéma d'exploitation. C'est ça. C'est quasiment eux qui l'ont pas inventé, mais en tout cas récupéré à grande échelle. Et pas que pour les sérials pour enfants. Pas seulement. Il y avait beaucoup de sérioles enfants qui faisaient un petit peu de l'exploitation comme ça, mais avec des spin-offs, etc. C'est l'Universal qui a vraiment créé les codes. Exactement. Et pour terminer là-dessus, pour terminer sur ce film donc de 31, c'est vrai qu'en fait, c'est un gros succès. Le film de Todd Browning, finalement, va être présenté pour la première fois le jour de la Saint-Valentin avec un slogan « La plus étrange histoire d'amour que le monde ait connue ». Oh, c'est voilà. Pas mal. Alors, autre exemple, forcément l'un des plus connus à travers les âges, et je pense que de toute manière, toute sa carrière a été calquée dessus. Je parle bien évidemment de Christopher Lee, qui interprétera plus d'une dizaine de fois le rôle du comte Dracula, et il va commencer avec Le Cauchemar de Dracula, film sorti en 1958, donc réalisé par Terence Fisher. Premier film de vampire tourné en couleur, qui bénéficie d'une réalisation plus dynamique, non, contrairement au précédent, et jointe à l'emploi de la couleur, s'oppose au statisme des productions Universal. Donc là, c'est les productions de la Hammer qui vont reprendre tous les monstres de Universal. Le réalisateur crée une atmosphère irréelle, baignée dans une palette de couleurs des plus riches, préférant les intérieurs à la décoration surchargée aux extérieurs. Pour la première fois d'ailleurs, dans un film de vampire, le sang coule en couleur. Et c'est pas du chocolat. Voilà. Oui, parce qu'à l'époque c'était du chocolat. J'espère que c'était du chocolat et pas du vrai sang, dis donc, pendant le tournage. Et c'est là qu'on découvre une nouvelle facette que l'on ne voyait pas vraiment dans les autres films de vampires. C'est plus qu'un monstre. Finalement, le personnage de Dracula réagit à la manière d'un être humain. Là, Christopher Lee va nuancer le personnage, va nuancer ce rôle avec vraiment cette confrontation que l'on peut retrouver avec Peter Cushing, qui lui va interpréter Van Helsing. Alors, c'est vrai que même son temps de présence à l'écran est relativement court. Malgré cela, Christopher Lee va jouer un rôle plutôt conséquent et va développer cette franchise avec plus d'une dizaine de films. Ce qui est plutôt impressionnant pour le coup. Oui, ce qui est très rare. C'est parfait pour la Hammer qui pouvait, avec le personnage de Dracula, c'est juste parfait avec leurs contraintes économiques qu'ils avaient. Totalement. Avec un acteur comme Christopher Lee qui est tout de suite crédible. Charismatique. Ils étaient quasiment certains de rentabiliser. Il leur fallait un décor, une histoire un petit peu différente, et puis 1, 2, 3, 4, 5, enfin voilà. Ça correspondait parfait à ce que voulait faire la Hammer économiquement parlant aussi. Non pas que cinématographiquement, mais économiquement parlant. Et puis ils ont trouvé vraiment le rôle parfait, parce que c'est vrai qu'on parle de Christopher Lee, on pense tout de suite à Saruman et compagnie, notamment parce qu'il était vieux, mais finalement c'était un acteur très très grand, il avait une voix absolument incomparable, élégant, majestueux, et c'est vrai très que c'est une silhouette totalement élancée. Il pouvait parler déjà je crois qu'il parlait quasiment une dizaine de langues. Enfin, c'était un acteur absolument exceptionnel qui représentait à cette perfection l'élégance et l'aristocratie que pouvait être aussi ce Dracula. Un ancien des services spéciaux britanniques aussi, donc pas un rigolo. Oui, voilà. Vite fait, pour terminer un peu sur les différents Dracula, on a également Dracula et ses femmes vampires, réalisé en 1974 par Dan Curtis avec un Jack Palance dans le rôle de Dracula. Alors c'est cette adaptation qui mettra pour la première fois en avant l'idée du vampire confronté à la réincarnation de son amour perdu. Chose que l'on ne voyait pas avec les précédents. Là, cette fois-ci, on a un vampire donc
beaucoup plus porté sur la mélancolie. Je pense qu'on est porté d'ailleurs à cause des années 70, les années 70 où on voit les périodes de désillusion, la fin des 30 Glorieuses, l'arrivée du Vietnam et compagnie. Je pense que les premières années de mélancolie par rapport aux années 50, voilà. À l'âge d'or aussi. Totalement. Du cinéma. La fin de l'âge d'or du cinéma, je pense que ce film ancre parfaitement là-dessus. Est-ce qu'il est vraiment conseillé de le voir ? Comme le prochain aussi, mais qui est très intéressant à voir. Si on veut se taper tous les Dracula, oui. Si c'est juste comme ça pour sa culture générale, bon. Voilà. Autre aussi film qui peut être un peu tendancieux à regarder, mais qui finalement peut être intéressant, c'est le film avec Frank Langella, le Dracula de John Badham, sorti en 79, d'ailleurs avec une musique faite par John Williams. Le Dracula qui est ici mis en scène et un côté très sensuel, très distingué. On a l'impression de voir Timothy Dalton à ses débuts. Frank Langella, il est toujours comme ça, la chemise en V. Presque le côté très, très sensuel, très sexuel déjà mis en place. Dandy, et très très dandy. Et il fait par ailleurs en fait preuve d'une certaine humanité puisqu'il est possible, pour lui en fait, il est possible de tomber amoureux. Là, l'action elle est déplacée dans les années 1910, ce qui accentue encore plus le décalage entre une Angleterre absolument moderne et les valeurs passéistes que porte le conte, et du coup en fait ça fait un espèce de mash-up aussi avec les différents personnages féminins où on a moins ce côté misogyne que l'on pouvait voir dans le film de Todd Browning, où là il y a vraiment un côté un peu plus porte à porte, quoi. Mais à ce moment-là le personnage de Dracula devient un personnage pop et fait partie justement de la grande culture pop, un personnage quand même extrêmement répandu. Tout le monde sait qui il est. Avant, on ne savait pas qui était vraiment Dracula. Quelques films avaient du succès, on parlait de vampires, etc. Mais depuis justement les années 70 et la société de consommation, l'avènement de la culture pop, Dracula, on ne peut pas savoir, on ne peut pas ne pas savoir qui est Dracula à partir de ce moment-là. C'est justement peut-être le tour de force des différents films, sans forcément se réinventer, quand même de rester Ils ont réinventé le personnage aussi, je pense. Et toujours de le garder avec la cape rouge, les dents. Ou du moins réinventer le personnage par rapport au précédent film, et pas seulement par rapport au livre original. C'est là aussi la force du cinéma, c'est finalement, il y a l'interprétation via la société, mais ça permet aussi de montrer finalement les différentes visions de la société à travers aussi un seul personnage. Et Dracula est la parfaite représentation, à mon sens, de cette vision-là. Et on peut le voir encore avec les plus récents qui sont peut-être un peu plus clipesques, comme l'a été le Dracula 2000 avec Gerard Butler, ou encore le Dracula... Très grand film. Très grand film. Parce que dans ce film, ils ont voulu retransformer encore une fois Dracula dans une espèce de film MTV, d'avalanche d'effets spéciaux. Très du coup, maintenant, le personnage est au service plus d'un marketing que le marketing au service d'un personnage. Et Dracula Untold aussi, faut pas l'oublier. Voilà, c'est ça. On arrête là-dessus, on va peut-être pas parler de Dracula Untold, c'est triste quand même. Mais peut-être ce sera pas pour une autre émission. Peut-être que prochainement, la Universal relancera son Dark Universe et nous relancera un nouveau personnage Dracula. Qui sait ? On avait pensé à des acteurs de carrure à la Johnny Depp ou autre. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas, les prochains Dracula seront faits par des acteurs de grande envergure et seront ce qu'a vendu aux spectateurs comme un événement. The Rock Dracula. Timothée Chalamet. The Rock. Et pourquoi pas Timothée Chalamet ? On se marre, on se moque un peu, mais donc on s'arrête là-dessus. On reviendra la semaine prochaine avec les films qui seront un peu plus portés sur le côté exploitation, le cinéma d'exploitation et forcément aussi les détournements que l'on peut retrouver à travers le film de vampire. Pour le coup, on s'arrête là-dessus. Donc merci Clément, merci Antoine, merci à toi. Merci Jonathan, merci à toi, merci à la régie et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.